Hello tout le monde et nous revoilà pour le premier épisode de 2025. Alors c'est pas la première sortie parce que il y a eu, je crois, un peu de gameplay. Je Ouais, sais pas, il y a eu un truc dimanche dernier, il me semble, mais je sais plus exactement quoi. oui, il y a Enfin eu bref. dimanche dernier, vu que c'était le 1er janvier, j'ai balancé du gameplay Living Legends que j'ai fait avec PDPU, si vous voulez aller voir, où justement, vu que c'était le mois de The Hunted, c'est une vidéo Dromai contre Faille, et Dromai explose Faille. Voilà. C'est Deux personnages voilà. absents de The Hunted. Ouais, mais c'est draconique! Mais bref. C'est draconique! Mais du coup, voilà, donc premier épisode du podcast de 2025. On va vous faire un épisode relativement court. Mmh. On sait qu'on n'a plus aucune crédibilité quand on dit ça, mais on le dit quand même. Où on va juste passer en revue un peu la roadmap pour les events et pour les sorties de produits pour 2025, pour un peu essayer de discuter un petit peu de ce qui nous attend cette année sur Flesh and Blood. Mais avant toute chose, parce que ça s'impose, bonne année à toutes les personnes qui Bonne regardent cette année tout le vidéo, toutes les monde. personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui commentent, qui like, etc. Vous connaissez la chanson, hein, de toute façon. Toutes les personnes qui endureront les pubs quand on aura des vidéos monétisées. Voilà. Mais merci et bonne année à tout le monde en avance. Enfin, merci en avance et bonne année à tout le monde au bon moment. Et voilà. J'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes, que vous avez eu des beaux cadeaux, que vous avez pu fêter ça avec votre famille, vos amis, tout seul si c'est ça qui vous fait kiffer. Voilà, mais que vous avez pu profiter sans être malade, sans Mmh. modération, mais sans être malade. Et que tout le monde est ready pour l'année. Surtout qu'en plus, là, l'année Flash and Blood, pour nous, elle démarre assez fort parce que on fera sûrement un épisode de. Alors, on aura évidemment l'épisode classique d'analyse du set qu'on a en hors-série à chaque fois, mais on a The Hunted, dont la World Premiere est en Europe. Ouais. Parce que maintenant, ils font une world première et il y a là pour cette saison de spoil et cette extension, il y a beaucoup de cartes parmi les communes et les rares qui vont être juste pas spoil et qu'on va découvrir à la world première. Du coup, a priori, moi j'en ai pas encore fait dans ce contexte-là, mais a priori, ça devrait. Enfin, l'idée, c'est de rendre la saison de spoiler quand même un petit peu attractive pour les gens parce qu'ils voient les grosses cartes et tout. D'ailleurs, on devrait voir dans la semaine qui arrive, il me semble, quelques cartes. On Ça a devrait vu, on a vu les recommencer. armes déjà, voilà. Donc on devrait avoir des trucs parmi les grosses cartes, mais la plupart des choses, donc communes et rares, qui vont faire le limité en fait et qui vont faire une partie des decks construits des persos, on va le découvrir en ouvrant nos boosters le jour J, et donc ça va être super Mmh. sympa pour tous les gens qui participent. Et du coup, c'est vrai que enfin, l'année elle démarre fort du coup pour les personnes qui peuvent aller à cette world première. Euh, et nous, on a la chance de pouvoir y aller plus facilement que d'autres parce que c'est en Europe. Euh, donc voilà, donc ça devrait être une année sympa. Mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu affiches Mmh. les deux petits roadmaps dont on va parler, comment s'est passée ta semaine, Night Crash? Bah, écoute, rien de bien spécial. On se remet dans les rouages du taf, les boutiques sont fermées parce que c'est encore, enfin pas toutes, mais Ukro là est fermé, donc bah, pas d'armoirie, là. Je mets un peu tout en ordre. Comme vous voyez, c'est vraiment l'ordre, là actuellement, chez moi. Mm. Mais voilà, on se prépare justement et puis là, à la vue des bon, c'est pas grave de toute façon maintenant spoil, vu qu'on a vu les armes de Syndra, je commence à cook des petits trucs parce qu'il y a ça va être très tricky à jouer, ça va être du gros trick, ça va être très, très sympa. Et je me prépare surtout à ça. Je pense que j'aurai plus de choses à dire quand j'aurai vraiment mis la main sur Syndra, que je pourrai vraiment commencer à la travailler. Je pense que d'ailleurs, je vais essayer de faire des lives, cooking Syndra assez rapidement. Si tu veux me sponsor pour récupérer des cartes en sortant de The Hunted, Oui, je prends. si Voilà, tu on veux, en parlera après, aucun problème. pour l'instant, j'ai pas prévu de faire d'événements parce que j'ai pas ultra envie de payer pour du CD parce que je suis un peu ric-rac niveau thune et tout, parce que j'ai un event la semaine d'après. Mais, euh, Ah, ça peut mais si tu veux s'arranger, me hein. payer des CD et je te refile des cartes, moi, il n'y a pas de problème. Ça peut se discuter, on verra. Mais bon, Mais en en tout cas, tout voilà, cas, moi je suis très, très chaud pour The Hunted et pour ma la période un semaine, peu. voilà. Pour l'instant, là, ces périodes, c'est normal, ça a été les fêtes de fin d'année, on a bien mangé, Ouais. tout ce qu'il faut. Et toi, ta Bah semaine? écoute, il y a globalement trois choses. En ce moment, j'achète des cartes Magic.
et je joue à Magic. Et what the fuck. Et en vrai, j'ai toujours dit, le jeu, quand t'as pas genre 7 terrains en main, le jeu il est cool. Mm. Et du coup, là, quand t'as pas 7 terrains en main, bah, le jeu il est cool. Mais je vous en parlerai plus dans une autre vidéo parce qu'a priori, du coup, on va en parler avec Hugo dans une vidéo. Alors, je sais pas quand on va la faire et Pew quand elle pew. sortira. Parce que mon planning est assez chargé dans les semaines qui arrivent. Mais on va essayer du coup de faire ça avec Hugo et de faire un petit truc sympa. Donc j'en dis pas plus, mais voilà, je fais un peu de Magic en ce moment et j'ai trouvé un intérêt en fait pour le jeu et pour un certain format et du coup je fais un peu de trucs dans ce format. Sinon, il y a toujours mon problème que je ne sais pas ce que je joue à Utrecht pour l'Ascent de Grand Archive. Je suis plus ou moins en train de finaliser mon choix. C'est-à-dire que globalement, là, j'hésite fortement entre deux decks. Ou plutôt, en fait, j'hésite entre deux choix. Et parmi ces. Enfin, et pour chaque choix, il y a deux decks, en gros. Soit c'est le choix du confort, un deck un peu moins bon dans la méta, mais sur lequel je suis à l'aise. Soit c'est le choix du genre meilleur deck dans la méta, mais sur lequel je suis moins à l'aise. Et à chaque fois, en gros, enfin, Tu j'ai balances deux entre options les de deux, très quoi. bons decks sur lesquels je suis moins à l'aise et deux options pour des decks sur lesquels je suis très à l'aise, mais qui sont un peu moins forts. Et je veux pas finaliser tout de suite parce que, enfin, je suis en train d'y réfléchir et je prendrai probablement une décision après ce week-end parce que ce week-end, on va avoir les premiers résultats de Regio avec ou de Store Championship avec le nouveau set qui amène genre une vingtaine de nouvelles cartes. Et surtout, on va avoir potentiellement une banlist, Ouais. puisqu'il y a une banlist qui arrive au moment où on enregistre cette vidéo dans 3 jours, le 10 janvier. Et du coup, sur cette banlist, c'est possible qu'il n'y ait rien, parce qu'entre la dernière et celle-là, il n'y a pas vraiment eu de gros events. Enfin, il y a eu des régios, mais il n'y a pas eu d'Ascent, il n'y a pas eu bon. Mais c'est aussi possible que sur cette banlist, ils battent des trucs assez impactants. Et du coup, s'ils décident de battre des trucs assez impactants, ça va remettre pas mal de choses en cause pour la méta et du coup, par définition, pour le choix de mon deck. Donc j'entends un peu ça pour vraiment genre choisir mon deck et cook à fond le main deck, le sideboard et tout. Donc voilà. Ok. Et le dernier truc, je me suis réchauffé à jouer à flèche. Alors, j'ai fait qu'une game parce que c'était sur Talichar et après j'allais manger et après voilà. Mais je me suis rechauffé à jouer parce que j'ai à nouveau un peu envie de jouer et de tryhard le jeu. Genre, j'ai à nouveau envie de taper du carton dessus et tout. Je me suis remotivé. Et je suis en train d'acquérir, grâce à Night Crash, un deck voilà, il y a des giga reflets, mais Giga reflet, mais c'est de, 27. de 27. Et du coup, j'ai fait une game sur Talichar contre notre ami Tom sur Ira. Et je lui ai laté la gueule. Voilà. Parce que lui laisser des 25 cartes quand il pioche pas ses extenders et avoir Pouzy qui me coach derrière, ça aide à gagner des games. Mais c'était marrant. Et en fait, ça m'a montré que justement en termes de séquencing et de comment dire, de choix de ce que tu fais avec tes cartes dans Vinset, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Et enfin, même si c'est qu'une game, ça va dans le sens de ce que j'avais comme a priori sur le deck. Et du coup, ça me donne envie de refaire des games et de trouver une liste et de voilà. Donc je vais sûrement passer un peu de temps à faire ça dans les prochaines semaines. Surtout que The Hunted me hype honnêtement pas vraiment. Donc C'est très je bien. suis un peu en mode voilà. Tu me donneras tes cartes. Bah, je vais pas ouvrir, mais oui. Tu ouvriras. D'accord, j'ouvrirai alors. Moi, je suis hype pas d'une tête en tout cas. Ok, bah ouais. Mais ouais, du coup, je t'ai filé le Vinset et ça te plaît et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais. Mais moi, je me hard focus ninja à partir de maintenant. On passe d'une méta où les ninjas, c'est un peu compliqué, à une méta où il y a potentiellement 3 ninjas jouables, même très jouables. Donc Katsu, Ira, Syndra. Et peut-être Faille. Mais on verra. Ok. On parle de la roadmap parce qu'en vrai, il y a des trucs sympas à dire. Moi, c'est pour ça Ouais. que j'ai proposé cet épisode. Donc, Allez. hop, parlons de la roadmap. Et on va commencer par la roadmap la plus classique, on va dire, la compétitive. Désolé pour la qualité d'image, j'ai pas trouvé d'image de meilleure qualité. Mais de toute façon, c'est très, très, très lisible. Du coup, décembre.
c'est passé, il y a eu les skirmishes. Janvier, il se passe rien. Février, Road to National. Là, déjà, il va y avoir des trucs intéressants. Parce que The Hunted sort fin janvier. Et j'ai pas les dates en tête. Est-ce que tu as les dates en tête des RTN, enfin de la période de RTN en France ou pas du tout? Je crois qu'elle commence dès le week-end du 8-9, un truc comme ça, ou du 7-9, parce que il y en a à Toulouse, il me semble. Ok. Ouais, donc ça veut dire J'ai qu'en vu fait. passer ça tout à l'heure. Et ça va au moins jusqu'au 17, et Hmm, probablement un, voire deux week-ends d'après, ok. parce que le 17, il y a celui de Majestic, je crois. J'ai pas en tête la date dessus du gros, Donc, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir justement, donc fin janvier, The Hunted sort. Et donc potentiellement, une semaine après ou 2 semaines après, il y a des RTN qui sont quand même, genre, on peut le dire, des événements plutôt majeurs, puisque ça reste des événements de qualification pour les championnats nationaux de chaque pays. Donc là, déjà, ouais. on aura une première idée au niveau compétitif. Est-ce que ça va vouloir sortir les Warriors Draconiques? Est-ce que Arachni va faire une sortie aussi? Est-ce que des gens vont le tenter? Est-ce que des gens ont déjà commencé à cook avec? N'hésitez pas, hein, si vous, ça vous intéresse, si vous avez déjà commencé à regarder, n'hésitez pas à nous le dire surtout. Bon, en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ce que les gens commencent à cook sur Arachni. Et évidemment, si Syndra, mais ça, c'est mon petit péché mignon à moi, pour le retour des ninjas. Perso, ce qui m'intéresse aussi, bah, notamment, c'est Vincent. Parce que Vincent, il y a un monde aussi où les gens commencent à avoir bien pris le deck en main. Viscerai, il se rapproche dangereusement du LL avec Zen. Donc ça, c'est la grande question aussi. Je crois que j'avais vu une conversation où justement, Mm. c'est possible que suite à ces RTN, on ait Viscerai et Zen en LL, s'ils gagnent assez de RTN, parce qu'ils sont quand même assez proches. Mm. Après tout ce qu'ils aient gagné, surtout Viscerai qui gagne quand même beaucoup de trucs en ce moment. Donc à voir. En vrai, cette saison de RTN est quand même plutôt importante. Voir comment ça va se passer. Ouais, bah, ce qui va être intéressant, en fait, c'est surtout que, en gros, on a la saison de RTN en février. Bon, en mars, on a des skirmishes, on reviendra dessus après, parce que bon, les skirmishes, en général, c'est plutôt pour faire les off-season. Mm. En avril, on a des ProQuest qui seront probablement pour un Pro Tour qui n'est pas encore annoncé, probablement Asie ou States, et qui sera théoriquement, qui devrait être autour de juillet. Ouais. Alors, c'est sûr que ce sera soit Asia, soit States. Et quand Euh, je dis Asia, je mets parce qu'en Océanie début dedans. d'année, ouais, parce qu'au début d'année, Tout à l'heure, on a le Pro on Tour a le Londres. Pro Tour Londres, enfin au début d'année, c'est en mars, Ouais, c'est en ça. mars, on a le Pro Tour Londres. Donc, Euh, mais du coup, effectivement, en fait, ce qui va surtout être intéressant avec cette saison de Road to National, et par extension avec la saison de ProQuest en avril, pour se qualifier au Pro Tour d'après, c'est que à la suite de ça, il y a les nations en juin et du coup un Pro Tour pendant l'été. mm. Et ces nations et ce Pro Tour, euh, ça va être intéressant de savoir s'ils se joueront avec ou pas les héros de MST. Ouais. Parce que, au-delà de juste Zen, parce que Zen et Viscera, ils vont très probablement partir avec les Road to National. Il y a trop de points à distribuer pour qu'ils partent pas. Je crois que des gens ont fait les calculs et en gros, il faut qu'ils aient genre moins de 9% de win rate sur l'ensemble des Road to National, un truc comme ça. Donc, Mm. enfin, il y a très peu de chances qu'ils partent pas. Et s'ils partent pas, c'est sûr qu'ils partent en saison de ProQuest, à moins que, pour les deux cas, à moins que The Hunted Change la donne. oblitère complètement les deux decks, mais c'est probablement pas le cas, en tout cas pour ce qu'on a vu pour le moment, En parce que fait, il n'y a pas de decks qui ont l'air de bien venir les contrer. alors ça pourrait être le Et cas. bon, Ça pourrait être le cas, mais est-ce que les decks seront assez masterisés, assez préparés, assez fournis bah, pour le faire, alors que là, maintenant, les decks MST, ils sont quand même en fait, bien je suis même assis, pas tu sûr que vois. Donc, ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit le cas, tu vois, parce que par exemple, Arachni, ça a l'air d'être Arachni, ça va être tricky. Ouais. relativement. Oui, mais ça a l'air d'être relativement ce qu'on connaît avec Nu et ce qu'il y avait Mm. avant avec Usuri. Alors, c'est des decks qui, évidemment, ont leur subtilité, ont leur différence, mais dans l'ensemble, si Nu est pas capable de, genre, oblitérer une méta Zen Viscerai, je pense pas qu'Arachni sera capable de le faire. Ouais. Et de la même manière, après, je peux me tromper, il peut y avoir des cartes pour son talent qui, genre, oblitèrent Zen et Viscerai, et bien joué à lui, mais en tout cas, disons que s'ils sortent des bonnes cartes assassins qui permettent de gérer Zen et Viscerai,
Nu va en profiter aussi, et il y en a déjà des très bonnes, et du coup, je suis pas sûr que ça suffise. Et à côté, les agros, bah, s'ils sortent un aggro, enfin, on dit ça un peu à chaque fois, et on a vu que c'était le cas avec Zen, s'ils sortent un aggro meilleur que Zen et Viscerai actuellement, le jeu va à nouveau être dans un state qui va être dégueulasse, parce que ça va être comme Zen pré-Art of War et Bones Ban. Et Zen, à sa sortie, c'était un deck complètement débile et Oui, bien trop fort en termes de power level. oui. Et s'ils sortent un truc qui est meilleur que Viscerai maintenant, ça veut dire qu'ils sortent un truc du power level de Zen à sa sortie. Mm. Donc, globalement, je pense pas que The Undead change fondamentalement ça. Bah, je pense que Je ça peux ne me le tromper, changera pas. Parce que moi, mais en fait, je pense pas. je suis moins vis-à-vis de la puissance des decks. Je suis juste que potentiellement, les gens ils vont vouloir assurer leur RTN. Les decks seront peut-être pas assez travaillés, pas assez ouais, fournis, genre, etc. Les gens ils vont rester un peu sur leurs pics de confort. Et en vrai, les decks MST sont quand même très solides. Oui, Donc non, mais pour ça, moi, ça en plus. Hein. ça Ça c'est en plus, 100%. ouais. En fait, fin janvier, tu dois faire le choix de tes decks pour les RTN. Tu as le choix entre le Zen, ça fait 5 mois que tu le joues, la liste elle est figée, la liste est forte, tu sais que ça fonctionne. Et Syndra, l'extension vient de sortir, il y a encore des trucs, c'est toujours en train de coûte. 100%, en fait, tu vas juste partir sur ton Zen, en fait. Pour moi, ça me paraît logique. Oui, non, mais ça paraît logique. Mais du coup, au-delà des produits, parce que ça, on a la slide d'après, mais du coup, donc ce qui rend intéressante au-delà de juste la qualification, puisque ça, c'est le cas de n'importe quelle saison de RTN ou de Mm. ProQuest, c'est que ces RTN et ces ProQuest devraient faire tomber pas mal de decks. Mm. Enfin, quand je dis pas mal, c'est plus que deux, hein, ce qui est déjà pas mal. Euh, pour la saison de Natio et le Pro Tour de cet été. Et du coup, c'est intéressant parce que, bon, en plus, il y a des BH et des collines qui vont se caler à droite à gauche, qui ne sont pas notés là, mais qui se calent à droite à gauche de, de manière régulière Il y et en a qui un peuvent peu en trop plus donner pour. des Ouais. points. Euh, mais du coup, la méta qu'on connaît depuis maintenant plus de 6 mois, parce que, ou 6 mois, en gros, c'est la méta de MST, cette méta-là devrait se finir cet été, Oui. théoriquement. Et ça va changer beaucoup de choses parce que, bah, mine de rien, même s'il y a eu des variations, il y a eu des decks qui pouvaient exister quand même un petit peu. Il y a eu Rosetta qui a apporté du gros boost pour Viscerai et puis des options à explorer avec Ocilio, Puis il Florian y a et Aurora, Verdance hein. qui font un petit peu de trucs à droite à gauche et Aurora. Euh, mais globalement, on est resté depuis 6 mois sur une assez nette suprématie si tu prends overall de MST Ouais. en tant qu'extension. C'est-à-dire que Aurora a effectivement réussi à rejoindre un peu ce trio pour former un quatuor, et Viscerai est en embuscade aussi. Mais, mais le reste de Rosetta a du mal à exister au plus haut de table. Et ce qui existait avant MST, donc notamment Heavy Hitters, n'existe plus. Euh, tu vois, genre, il y a plus de Caillot, gardiens, Reinhardt, ouais, il n'y a plus les il y a gardiens. Ouais. plus de Caillot, il y a plus de Warrior. Euh, donc ça va être intéressant parce que, bah, en fait, on a l'impression que depuis MST, et ça avait fait pareil à l'époque de Monarch et à l'époque de Tales of Aria un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'est des sets ils sont sortis avec une idée en tête, un power level qui s'est avéré trop haut, et qu'ils s'en sont rendus compte, donc ils ont pas voulu power creep et sortir des sets aussi forts après, qui du coup seraient venus éclipser ces sets-là, parce que ça aurait Ça fait push une le boucle, jeu en trop fait. vite, trop haut. Et en fait, si tu pushes le jeu trop vite, trop haut, bon, il y a moins d'intérêt. Enfin, il y a différents problèmes. Et du coup, moi, j'ai un peu cette impression, comme après Aria, que il y a des decks qui arrivent à exister un petit peu, mais globalement, on est dans la méta Aria jusqu'à ce que les persos d'Aria partent. Mm. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Miss Veil. C'est qu'ils ont reproduit une extension avec un power level qui est beaucoup trop haut pour le reste du jeu. Pas forcément beaucoup trop haut dans l'absolu, ça c'est débattable et ce sera. Enfin, c'est pas cette vidéo, mais trop haut pour le reste du jeu. Et du coup, comme tu veux pas sortir une extension, et c'est aussi pour ça que je dis que The Undead pour moi va pas changer ça, comme ils ont pas l'air de vouloir sortir une extension qui, genre, fait pareil et qui, genre, vient oblitérer Miss Veil en disant bah maintenant vous êtes plus fort,
c'est nous c'est nous les nouveaux meilleurs decks. Bah du coup, The Undead risque d'amener des trucs intéressants, des trucs qui peuvent venir en embuscade, mais juste pas être au power level de Miss Veil. Et donc dans ces cas-là, la seule façon que la méta change fondamentalement et que les top decks changent fondamentalement, c'est quand ils partiront LL. Mm. Et du coup, encore une fois, tout ça pour dire que ça devrait normalement être le cas pour les nations et pour le Pro Tour en juillet, qui devrait être en juillet. Je ne sais pas s'il a déjà été annoncé, mais je crois que ça doit être dans ces eaux-là. Et en tout cas, ce qui sera intéressant, c'est que si la méta à ce moment-là, peut-être qu'elle sera refigée d'ici là avec d'autres decks, évidemment, mais il y a des chances qu'on ait une méta du coup qui soit rafraîchissante et plus intéressante parce que on ne la connaîtra que depuis 2-3 mois et pas depuis 6 mois. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est pour Roto National, ProQuest, Squirmish, ça sera soit du LL, soit du Blitz. Donc en soi, c'est quand même compétitivement, c'est assez différent, même si ça plaît à une certaine partie des personnes, mais du coup, au niveau Et du puis LL, surtout que ça ne concerne pas. Skirmish, c'est des trucs qui ne donnent pas de qualification et qui sont C'est ça. des events qui sont pas rated. Enfin, c'est vraiment un truc pour dire, regardez, il y a un truc officiel un peu plus haut qu'une armory dans votre boutique locale entre les D'autres les saisons formats. compétitives C'est ça. et voilà. Mais c'est pas Et en juin, on a les nationaux. Bon, ça, c'est toujours très très attendu. Je crois que c'est toujours en juin. En tout cas, ça fait des années que moi, je me souviens toujours en juin nationaux. Et c'est là, pour le coup, comme tu l'as ouais. dit, avec tout ce que tu viens de dire, c'est là où on va vraiment voir genre où en sont les héros de MST. Et si les héros de MST ne sont plus là, enfin Zen, de toute façon, vraiment, je pense, s'il n'est pas parti pendant les RTN, il sera parti pendant la saison de ProQuest d'avril. Je Ouais. pense vraiment quoi qu'il se passe. Du coup, aux nationaux, à combien sera Enigma à combien sera Nu Comment ça va se passer? Est-ce que d'autres decks, du coup, vont pouvoir refaire surface contre ces deux decks de MST suite au fait que Zen et Viscerai ne seront probablement plus là? Donc, ces nationaux vont être quand même super intéressants. On verra, je pense vraiment, ça peut être cool. Et de toute façon, après juillet, août, septembre, octobre, c'est toujours la petite période où il se passe plus grand chose pour justement reprendre en Il y a octobre les un ProQuest. petit creux, Il y a un petit creux creux, ouais. avec re-saison de ProQuest en octobre pour se qualifier pour le Pro Tour de mars suivant. C'est ça. Et Et puis probablement des du petits coup skirmishes pour bien décembre. finir l'année. Voilà. Novembre, décembre en général, c'est là où il y a les Worlds. Mais ça, on n'en Ouais. sait pas plus pour l'instant. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les nationaux? Non, bah, Non. globalement, de T'as toute fait façon, la cette roadmap, classico, hein? elle est classique. C'est le schéma qu'on avait l'année dernière, qui est en gros euh, une saison de RTN en début d'année, un Pro Tour pour lequel tu t'es qualifié l'année précédente, une saison de ProQuest à la suite de ce Pro Tour, la saison de Natio, le deuxième Pro Tour de l'année pour lequel tu t'es qualifié avec la saison en début d'année, enfin début milieu Mhm. d'année, une saison de ProQuest pour te qualifier à celle d'après et Et un split. Worlds. C'est Euh, ça. Worlds pour finir l'année parce que c'est l'événement qui met quand même un peu au-dessus des Pro Tours puisqu'il n'y en a qu'un, c'est une qualification un peu plus dure, C'est un un peu peu plus plus prestige. particulière, un peu plus il y a quand même un petit peu plus de prestige. On a l'impression, en tout cas, dans ce qui se retransmet. Surtout, il n'y en a qu'un alors qu'il y a deux Pro Tours. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as 3 événements majeurs par an et que il y a des chances qu'ils essayent de faire que chacun des 3 gros continents actuels du jeu, donc Asie avec notamment la région japonaise, euh, s'il continue à se développer là-bas et à s'étendre là-bas, Europe et États-Unis, et à chaque fois un Pro Tour ou Worlds par année. Et petit à petit, peut-être qu'on aura des trucs en Amérique du Sud ou en Océanie quand les régions se développeront un petit peu plus, et que du coup, il y aura une des 3 régions majeures, entre guillemets, qui sautera à chaque année, et ça fera un roulement. C'est ça. Mais voilà, globalement, la roadmap, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans cette roadmap, du coup, c'est qu'il confirme ce qu'on a eu en 2024 et 2023, j'ai un doute, mais
ce qu'on a eu en 2024, d'avoir 2 Pro Tours et d'avoir vraiment ce truc de, attends, on a eu 2 Pro Tours en Oui, oui, on a eu 2 Pro Tours. On a eu LA et Amsterdam et tu vois, d'avoir vraiment ce truc de 2 Pro Tours, les Worlds et d'avoir en gros les tournois qualificatifs qui se mettent avant chaque saison avec, 3-4 mois à chaque fois d'avance et les nations, au milieu d'année. Et je suis content de voir que c'est la même roadmap globalement que celle de 2024 parce que ça veut dire qu'ils sont satisfaits de celle de 2024. Et moi, j'ai trouvé que l'année, même si je les suis d'un petit peu plus loin pour plusieurs raisons, que l'année était réussie compétitivement mmh, pour les joueurs et joueuses et pour l'éditeur. Et du coup, c'est bien d'avoir une formule qui fonctionne parce qu'il y a un moment où il parlait de faire un seul Pro Tour et les Worlds. Les gens avaient dit 2 événements majeurs, c'est peut-être peu. Enfin voilà. mmh. Donc, moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant. Et comme on en a parlé de manière un peu plus détaillée, le fait que c'est possible qu'on ait dès le début d'année un gros changement de méta avec des départs en Living Legends, mais ça, on aura le temps de Ça, on le revoir à ce verra, oui. moment-là On aura le temps de vous faire un épisode dessus, je les pense, résultats. parce qu'il y aura des choses à dire. Voilà. La deuxième roadmap, que pour le coup, j'ai trouvé vachement intéressante. Vous allez Non, très tu vite l'as comprendre trouvé que vous allez voir. rigolote Je l'ai et trouvé pas rigolote. intéressante. Tu Je l'as l'ai trouvé trouvé rigolote. rigolote. Oui, mais j'essaye de faire un peu pro. Ça reste un podcast. Croissant, ne me casse pas mon délire. Euh, Ne me casse pas mon ne me délire, casse pas mon j'essayais d'être délire. pro. Oula, pas d'accent. Je te rappelle que nous avons écouté dans toute la France. Tu vas te faire assassiner dans les commentaires. Allez-y, Non, assassinez tranquille, Croissant. il est incroyable mon accent. Hop, c'est Très la bon accent roadmap de des l'Est de la produits. France, hein. Si vous aviez pas reconnu, ça vient de Nancy. Du coup, encore une fois, donc novembre, on a eu l'Armory Deck de Jarl, que j'ai eu l'occasion de jouer. Et vraiment, je ne suis pas un joueur contrôle. Je m'emmerde très fort. Mais si vous aimez bloquer, mettre des gelures en français, et mettre des gros coups de patate avec votre arme ou disrupt votre adversaire, en vrai, le deck est très rigolo. Ouais. Donc décembre, janvier, donc le set 15, qui est The Hunted. En février, pas de sortie. Et par contre, là, mon cher Croissant, et c'est pour ça que je voulais parler de cette roadmap. En mars, nous avons un Armory Deck. En avril, nous avons un Armory Deck. En mai, nous avons un Armory Deck. En juin, nous avons le 7-16. En juillet, nous avons un Armory Deck. Et en août, nous avons le Mastery Pack Guardian, qui est très attendu aussi. Euh, des joueurs gardiens. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu du gros support. Enfin, depuis Heavy Hunters, mais au final, ça n'a pas eu tant d'impact que ça. Donc je sais que ça pourra faire du bien à nos amis les gardiens. Mais voilà, mais c'est surtout cet enchaînement d'Armory Deck. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je pense que c'est très bien parce que ça permet beaucoup plus facilement, surtout qu'on l'a vu avec Jarl, d'intégrer des Armory Deck avec un nouveau personnage et des nouvelles cartes. Et du coup, moi, je trouve que un produit d'alterner, tu vois, genre sur les 4 qui sortent, par exemple, entre mars et juillet, d'en faire 2 qui sont des produits à 40 € deck tout fait, qui sont une très bonne porte d'entrée pour des gens qui sont prêts à mettre 40 €. Hein, c'est pas 10 balles non plus, mais tu vois, c'est assez solide pour juste dire, OK, on y va, on fait nos premières armories avec. Et du coup, d'avoir ce format, un héros ancien qu'on remet au goût du jour avec 2 nouvelles cartes dans le main Mmh. deck et des nouveaux équipements, c'est un format qui fonctionne plutôt bien. Et d'avoir également ceux à 60 € qui permettent d'introduire un perso. L'avantage, en fait, c'est qu'en faisant des armory decks beaucoup plus souvent comme ça leur permet potentiellement d'être beaucoup plus flexibles et rapides sur leur sortie de nouveaux persos quand un perso part LL. Mmh. Pour que les cartes reviennent plus vite en rotation, que tu puisses plus vite rejouer tes cartes. Parce que là, tu vois, les cartes Gardien Ice et Earth, ça faisait, si je dis pas de bêtises, bah depuis Oldhim, je sais plus quand il était, mais je pense que ça Très faisait pas longtemps. loin de 2 ans que tu n'avais plus le droit de les jouer en construit. Mmh. Ce qui fait quand même, bon, c'est quand même beaucoup. Et, et donc, je pense que de ce point de vue-là, en fait, je pense que l'Armory Deck, c'est un concept qui fonctionne très bien, qui est un bon produit. C'est un bon produit d'entrée, c'est un bon produit d'appel. En imprimer peut-être un petit peu moins et faire des quantités un petit peu plus petites parce que tout le monde ne veut pas acheter l'Armory Deck Caillot parce qu'ils s'en foutent de Caillot. Mais par contre, en sortir plus souvent pour répondre à plus de gens, je pense que c'est très bien parce que
ça, alors je sais pas, hein, c'est pas moi qui design les produits chez LSS, mais ça peut laisser penser que ils se rendent compte, alors même s'ils le savaient probablement déjà avant, mais qu'ils se rendent compte que toute leur player base ne va pas acheter chaque produit. Parce en fait, ils ont un système de jeu qui fait que tu as tellement des cartes que certains de tes joueurs ou joueuses ne vont pas vouloir, que si tu sors une extension tous les 4 mois et un Armory Deck tous les 6 mois, tu as une énorme partie de ta player base qui n'achète pas tes produits Mm. et qui se sent abandonnée. Et du coup, les Mastery Packs, c'est une bonne manière de faire aussi, parce que ça évite les sets à la Bright Lights qui n'ont pas du tout été appréciés, mais ça permet de sortir une grosse vague de support d'un coup pour une classe entière qui en aurait besoin, et qu'on n'avait pas forcément envie de remettre dans un set draftable parce que ça faisait pas sens. Et les Armory Decks, ça permet aussi ça, de sortir du support et voire même des nouveaux persos d'une manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide et efficace. Et donc, que tu effaces un peu ce côté laissé pour compte que certaines personnes ont quand 2-3 éditions de suite, tu vois, tu joues une classe, tu as 2 ou 3 éditions de suite sans ta classe, bah tu as passé un an sans avoir envie d'ouvrir de cartes et sans avoir de nouvelles cartes, tu pars du jeu, tu fais autre Non, chose c'est en ça, fait. complètement. Tu te lasses. Et du coup, moi j'espère que ça va leur permettre de contrer ça et de répondre à ce problème-là. Je suis 100% d'accord. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup le système d'Armory Deck, pour en avoir discuté quand même avec pas mal de personnes, même des nouveaux joueurs. Fait penser à un nouveau joueur que j'avais vu à Uchronie. Bah, il est venu faire son Armory, genre il découvrait le jeu, machin, et en fait, bah, juste il s'est pris son deck, c'est un Armory Deck Azalea, je crois. Très très sympa. Et il prend son deck Azalea, et hop, il est venu faire l'Armory, il a découvert le jeu comme ça, il avait juste besoin d'acheter son Armory Deck. Donc c'est vrai Ouais, que niveau porte d'entrée dans très le jeu, complet, c'est ouais, c'est vraiment, vraiment bien, surtout qu'en plus, c'est pas des mauvais decks, ça reste quand même des bons decks. Le deck Azalea, il y a quand même un Red Dean de Ledger, il y a la notion avec les Memorial Ground, donc il y a quand même un truc comme ça. Après, en sortir autant, c'est possible qu'ils cherchent peut-être un peu à rattraper. Je pense pas qu'ils feront ça à chaque fois, parce que là, il y en a quand même 4 en 5 mois, ce qui peut paraître beaucoup. Mais du coup, le Master Pack Gardien va possiblement aider aussi, donc peut-être pas forcément d'autres armoires des gardiens, surtout qu'il y avait déjà Jarl. À voir ce qu'ils vont sortir. Mais moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un super produit, perso, les Armory Deck. Mm. C'est que ce soit même pour les nouveaux joueurs ou même les plus anciens. C'est-à-dire quand on regarde, par exemple, l'Armory Deck d'Ashayo, les cartes qui ont été incorporées dedans, bah, tous les joueurs de d'Ashayo ont fait « Oh my God, les cartes sont trop bien, il nous les faut ». Donc non, c'est Ouais. vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment très, très cool. Moi, j'aime bien cette roadmap. Et puis à voir le 7-16 que ça va être, parce que pour l'instant on n'a pas d'infos dessus, ce qui est normal, The Undead n'est pas encore sorti. Mais à voir surtout les Armory Deck, parce que on entend des choses, genre, ça pourrait être rigolo. Mm. Voilà. Moi je sais que Bah, disons qu'il y a j'entends. potentiellement le retour de Dromai, quoi. C'est ça, potentiellement une Dromai V2 Mais, qui reviendrait dans un mais tu vois, Armory Deck. justement, ça permet à la suite de The Undead, si tu n'avais pas envie de mettre une illusionniste draconique dans The Undead pour des raisons de Tu lore peux ou la pour des mettre là. raisons de draft, ou tu peux la mettre dans un Armory Deck juste après. Il va y avoir un certain nombre de cartes draconiques génériques que peut-être tu pourras avoir et tu lui fais un deck à 60 € avec des nouvelles cartes. Euh, Mm. ça peut être très bien. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec cette roadmap, à l'inverse, parce que les Armory Deck, le fait qu'il y en ait autant, que ce soit pour rattraper ou à l'avenir, ils se disent, bah, on en sort beaucoup, et du coup, peut-être on en imprime moins de chaque, mais je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense que déjà, pour rattraper, là, c'est très bien. Et si ça reste comme ça, alors peut-être pas tout à fait comme ça, mais d'en sortir, je sais pas, genre 6 par an, par exemple, tous les 2 mois, je pense que c'est un rythme qui peut être très bon. Une tous les 2 mois, ça me paraîtrait vraiment très correct, hein. Genre, Après, faut voir aussi à quel point une tous les 2 mois, ça fait une grosse variation de méta et des cartes à acheter. Enfin, tu vois, si tu sors tous les 2 mois un truc avec le niveau de carte de Dashayo, c'est pas comme si tu sors tous les 2 mois un truc avec le niveau de nouvelle carte de Azalea, par exemple. bah là, tu vois, non Et t'es mais genre beaucoup je suis plus d'accord avec toi. décent et beaucoup Mais là, tu vois, moins. là, il y aurait 5 Armory Deck. Perso, 4 Armory Deck par an, un tous les 3 mois, ça me paraîtrait correct aussi. Genre, Ouais, un alors tous les 3 ça mois, ça reste me paraîtrait correct correct. aussi, mais tu vois, tous les 3 mois, c'est entre guillemets presque trop lent
si t'enchaînes genre une extension, un armory deck et une extension qui sont pas pour toi, ça veut quand même dire que tu dois attendre facile 6 mois avant d'avoir du support. Ça peut faire un petit peu long. Ouais. Mais bref, disons que je pense que accélérer un petit peu le rythme des armory decks, en même temps, tu me diras, cette année, je crois que ça a été à peu près tous les 3 mois. Hein. Je crois que c'était un truc comme ça. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et voire même moins, parce que il me semble que celui de. Je crois que c'était genre octobre, celui de d'Ashayo, début octobre, et genre fin novembre, celui d'Yarl, donc mi-novembre. Ouais, donc là, on Donc en devait vrai, plus c'était sur même 2 limite mois. un mois. Donc, ouais, je pense que maintenir ce rythme-là, enfin voilà, c'est bien. Mm. Mais du coup, ce qui m'inquiète un peu avec cette roadmap, c'est le fait qu'il y ait un set en janvier et un set en juin. Et si, du coup, il garde un rythme de quasi genre 5-6 mois entre chaque set et que le suivant est genre en novembre ou en décembre, c'est à la fois. Alors, à la fois, c'est bien en termes de sortie de cartes. Si, si en plus tu ajoutes genre 2 Mastery Packs par an ou même un Mastery Pack par an, un Armory Deck tous les 2-3 mois et 3 sets par an, c'est décent comme ratio, c'est bien. Sauf que si tu fais un set tous les 5-6 mois, en fait, tu décales et l'année d'après, tu risques d'en avoir que 2. Je pense Et qu'il donc, parlait déjà, tu de commences à 3 perdre un peu de sets par cartes. an, il me semble. Ouais, mais du coup, est-ce que tu fais genre janvier, juin, novembre, janvier, et du coup, tu en as 2 qui sont très close, ou est-ce que Je celui de pense fin que d'année, il est là, plus tôt et genre il est en septembre et du coup, t'as je moins de temps. je Enfin, pense qu'il serait tu plutôt vois, en octobre. En fait, ça me paraîtrait logique que le 7-17 du coup soit en octobre, parce que du coup, ça ferait 7-17 en octobre et Worlds en novembre. Et on Ouais, sait ça qu'ils peut, aiment bien mais faire ce genre de truc. Après, oui, mais en fait, tu vois, genre, je suis d'accord avec toi, mais je préfère 3 sets par an plutôt que plus, avec ce qu'ils avaient alors, fait avec notamment genre les Crucible et compagnie, où ça, par contre, bon, je trouvais ça. non, non, mais Voilà. moi, je suis d'accord. Mm. C'est juste que, alors après, en fait, en revoyant le truc, janvier, en réalité, c'est quasi février parce que c'est genre le 27. Enfin, non, c'est genre le 24, je Mm. crois. C'est Euh, fin janvier. Et donc, juin, c'est on sait plutôt fin pas si c'est janvier. début ou Et fin. juin, si c'est genre 5 juin, en vrai, il n'y a que 4 mois et demi. Mm. Donc, déjà, ça réduit un peu et c'est plus proche du coup de pouvoir caler tous les ans 3 sets par mois. Mm. Parce que, donc, on le sait, on a ce calendrier, c'est un calendrier qui est globalement le même, enfin, qui était le même cette année à peu de choses près. Et moi, je trouve que Flèche a un problème un peu inhérent qui est que son draft est relativement plus limité en termes de possibilités et relativement plus vite solve Mm. que Magic. Alors, peut-être pas plus vite solve, en vrai, parce que Magic, avec Arena et tout, c'est très vite solve aussi. Mais disons que j'ai l'impression, pour en discuter un peu avec des gens et avoir observé un petit peu, que tu as plus d'options et de choix quand tu draftes à Magic sur quelle carte tu prends, qu'est-ce que tu veux jouer, comment tu vas jouer et quel est ton deck final que ce que tu peux avoir sur Flesh and Blood. Ce qui est normal parce que tu draftes moins, enfin, tu draftes plus de 2 fois plus sur Magic que de cartes que tu vas jouer, alors que sur Flesh, tu draftes quasiment l'intégralité de ce que tu vas jouer, donc c'est normal. Mais du coup, ce truc-là pour moi est un peu inhérent à comment Flesh fonctionne et comment Magic à côté fonctionne. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est réglable, dans le sens où même s'il y a des sets qui sont de différentes qualités pour le draft, et il y a des sets bien meilleurs que d'autres en draft sur Flèche, tu auras toujours un peu ce problème inhérent. Ce qui fait que du coup, j'ai l'impression que les joueurs se lassent relativement vite de l'expérience de draft sur un set. Parce que c'est moins permissif que d'autres jeux, et que du coup, c'est assez vite, bah ok, on prend telle chose, et puis du coup, on va jouer tel deck, et puis en fait, Mm. bah voilà. Et du coup, le problème avec ça, c'est que dans le contexte d'un jeu qui veut que sur ses Pro Tours, sur ses Worlds, sur certains de ses tournois qualificatifs, etc., il y ait du draft parce qu'il veut que le draft soit un des formats premium compétitifs pour le jeu. J'ai juste peur que ce rythme-là de 3 sets par an avec un bon 4 mois d'écart à chaque fois
soit Ouais. peut-être un tout petit peu trop pour garder l'engouement et l'intérêt des joueurs pour un format de draft. Bah, après Et dans je leur et je dans leur attends, truc de excuse-moi, draft mais vas-y, vas-y. je finis juste sur ça, parce qu'il y a quand même un petit contrepoint à ça, c'est que ils ont tendance, comme tu le disais, à sortir des sets de draft juste avant les gros Mmh. événements de leur roadmap. Alors bon, là, typiquement, mars, le Pro Tour, il y aura eu 1 mois et demi à peu près depuis The Unted. Le Pro Tour qu'il y aura cet été, ce sera probablement à peu près la même selon quand est-ce que le set de juin sort. Et les nationaux se joueront sur un set très frais. Mmh. Et les Worlds, comme tu dis, en général, ils aiment bien faire Worlds en novembre et set en octobre. Donc, ils arrivent à contrebalancer un petit peu quand même avec, C'est ça. avec cette façon de faire là. Mais, par exemple, tu vois là, les RTN. En fait, non, c'est un mauvais exemple parce que les RTN sont sur The Undead, sur en draft. C'est ça. Mais globalement, voilà, j'ai juste peur que tu aies un peu de lassitude. Et en même temps, ils font un bon travail sur coïncider leur sortie avec les gros événements pour que, pour l'instant, ça fonctionne encore. Mmh. C'est ça. Bah, écoute, c'est ce que j'allais dire. Donc parfait. Ok, bah, Voilà, oui, incroyable, du les coup, grands esprits se rencontrent. Mais ouais, non, c'est ça. En fait, c'est plus j'aime bien la façon que tu as de le dire parce qu'en fait, la LSS, ils pensent beaucoup au niveau du draft à leur compétition et du coup, c'est vrai que quand on y pense, en fait, il y aura que les nationaux qui auront un draft en commun, avec, un pro tour, si je dis pas de mhm. bêtises. A Heu, priori. voilà, a priori, puisque du coup, les Nats se feront sur le set 16, probablement. Mhm. Puis ensuite le Pro Tour, qu'il y aura cet été se fera aussi sur le 7-16, donc là il y aura 2 drafts sur la même extension, mais après sinon, les 2 Pro Tours et les Worlds se feront sur 3 sets différents. Mais c'est vrai que d'un point de vue plus casual, c'est-à-dire que les drafts organisés, en boutique, si je sais pas s'il y a des skirmishes qui peuvent se faire en draft, Non, ce genre d'événement que c'est où, les. voilà, où c'est scellé. Mais du coup, c'est vrai que du coup, là, on a ça tourne un peu en rond, même si le draft, moi perso, je trouve le draft sur Flash Bleu très, très bien. C'est vrai qu'il a tendance à être solve maintenant assez rapidement, vu qu'on commence à avoir des joueurs, assez aguerris, hein, dans le monde, qui commencent à sortir, 2 semaines après la sortie, d'un set, qui vont sortir des grands trucs, sur leur Patreon en mode: «Voilà, tata, le draft, bam, le Mhm. scellé, le truc, comment on joue ça, comment on joue comment on joue ça». Donc non, je suis d'accord avec toi. À voir comment ça va changer. Moi, je pense que les Armory Deck, là, ils font un test, ils essayent d'équilibrer et je trouve ça bien qu'ils cherchent à équilibrer, notamment aussi avec le Mastery Pack qui va arriver. Ouais. Donc pour l'instant, en tout cas, moi, Bah, j'aime bien les rails qu'ils ont, hein. disons que moi j'aime bien, et pour moi, c'est ce que je vois sur les roadmaps, c'est soit plutôt euh, cohérent et ça me donne confiance pour l'avenir compétitif parce que bah, juste c'est la même chose que l'année dernière et donc ça fonctionne et on sent qu'ils trouvent un peu leur rythme. Et au niveau des produits, ça a l'air d'être dans la même veine que l'année dernière, mais avec peut-être un peu d'accélération sur certaines choses. Un nouveau produit qui arrive qui est assez attendu et qui devrait être plutôt bien reçu. Mmh. Globalement, le seul truc, enfin, comment dire, pour moi, leurs deux roadmaps sont très bonnes et c'est positif et ça me hype et voilà, même si de toute façon, enfin, ce serait dur de faire une roadmap mauvaise, je pense, mais globalement, ça a l'air d'être plutôt en bonne voie et tout. Je mettrais juste un petit astérisque qui est que on arrive maintenant sur la 6e année du jeu. Heureusement qu'ils commencent à trouver leur rythme. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont réussi à se maintenir, ils ont étendu leur circuit compétitif, ils ont un cash price qui est très bon. Maintenant, voilà, faut qu'ils pérennisent et il faut qu'ils arrivent à trouver leur rythme et que ce rythme-là, il reste sur plusieurs années parce que ce sera le bon. Même si c'est important évidemment de se renouveler s'il y a besoin et voilà. Je pense que c'est important aussi de ne pas changer de fonctionnement de sortie et de système tous les ans. Parce que tu perds un peu tes joueurs, parce que ça donne l'impression que ah mais en fait celui d'avant était pas très bon, du coup pourquoi j'achèterais celui-là alors que celui d'après sera meilleur et enfin voilà ça peut faire un peu de défiance. Mais encore une fois là je trouve que c'est pas le cas parce que ces roadmaps là ont l'air plutôt cohérentes avec ce qui s'est passé l'année dernière et que donc ça a l'air de
de faire une bonne continuité et de lancer quelque chose Mmh. de pérenne. Donc voilà. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour Bah de ces ouais. roadmaps. Il y a une troisième roadmap, mais ça, on vous en parlera pas ce soir. Même Croissant, là, avec sa tête, il est en mode: «Mais qu'est-ce qu'il va dire ce con?» La troisième roadmap, c'est la nôtre, celle de Tour Zéro. On vous en parlera pas ce soir. On verra si on fait un petit épisode pour vous dire, ce qu'on prévoit, de faire ou quoi. Mais c'est vrai que là, il y a eu notamment le premier épisode en tout cas, on a eu des bons retours dessus, sur l'arbitrage avec Gabi. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Mm. Pour le coup, j'aime beaucoup cet épisode. Gabi, on le voit très Ouais. posé, très sérieux pour son premier épisode, alors que dans la vraie vie, c'est un casse-couille comme pas possible, mais c'est pas grave. On l'aime beaucoup quand même. Mais Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais ouais, dire? on a commencé à faire, comme on avait dit en fin d'année dernière aussi, du contenu sur d'autres jeux. Mmh, Et pour l'instant, on a des vues qui sont plutôt bonnes aussi dessus et c'est des ça. retours qui sont plutôt bons. Alors, je sais, il y a une personne dans les commentaires et peut-être qu'il y en a d'autres qui n'écrivent pas. J'en profite là. Je sais que les vidéos de gameplay qu'on a faites sur Grand Archive sont relativement difficiles à suivre si vous connaissez pas le jeu, puisque j'ai toujours pas mis de lien vers des decklists parce que j'ai du mal avec le logiciel de deck building du jeu, voilà. Et du coup, pour essayer de remédier à ça, j'ai prévu de faire, alors ce sera pas exactement les mêmes listes carte pour carte que celles qu'on a jouées forcément, mais j'ai prévu de faire, dès que j'arriverai à trouver un moment où je peux aller chez Night, qu'on recorde des deck tech Mmh. face caméra en montrant les cartes, parce que j'aime beaucoup ce format-là, qui est utilisé souvent après des tournois et tout, plutôt que de montrer à l'écran. Alors, les deux ont des avantages et des inconvénients, et on mettra. J'essaierai quand même d'avoir le lien de la liste prêt sur un deck builder pour le mettre en commentaire Mmh. d'une vidéo, évidemment. Euh, mais voilà, donc on a pris en compte ce retour. C'était une première de faire du gameplay GA, et voilà. On sait que de toute façon, même avec une deck tech sous les yeux, le jeu n'est pas le plus simple à suivre, et si vous avez jamais joué, il y a des choses qui vont paraître un peu incongrues et un peu voilà. Mais on a entendu le retour. On a entendu le retour et on fera mieux sur les prochaines. Même sur les vidéos Fab, de Mais toute façon, hein, il va y avoir des voilà. améliorations à faire. Mais globalement, on a l'impression que c'est plutôt bien reçu et que c'est plutôt apprécié. Et donc c'est cool parce que moi, ça me donne envie d'en faire d'autres, de faire des choses, comme je disais en début de cet épisode. Je fais quelques trucs sur Magic là, ça me donne envie d'en parler aussi. Donc c'est cool de voir que on n'a pas eu d'un coup moins 50% de vues, euh, même sur nos vidéos de Flesh and Blood, juste parce qu'on ne parlait plus que de ça. Et donc c'est cool de voir que vous continuez à nous suivre Mmh, c'est ça. sur Flèche et à côté. Ah. Et donc ça fait plaisir. Et, J'ai trouvé ce que je voulais dire. et voilà. Et pour moi, ce sera le mot de la fin. J'ai trouvé ce que je voulais dire. Juste, J'ai juste un mini truc à dire avant le mot de ouais, la fin. Peut-être que tu voulais le dire aussi, mais là, normalement, cette vidéo sort le 12 janvier. Si je ne dis pas de bêtises, il ne reste que 3 ou 4 jours pour aller voir la deck tech de Noël de PDPU pour le tirage au sort, si vous ne ouais. l'avez pas vu, puisqu'on fait gagner 3 jolies cartes. Donc, je vous laisse aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc, n'hésitez pas à la voir. Je trouve que la deck tech est très marrante. Le deck est très très sympa. Mm. Euh, et moi, je vais finir en disant que, du coup, comme tu disais, pour notre roadmap, on va essayer de faire un peu notre roadmap et de vous parler un peu de ce qu'on aimerait bien faire, voilà. Après, moi, c'est un exercice qui, entre guillemets, me gêne un peu, dans le sens où je trouve que c'est de temps en temps qu'on fait un peu une vidéo point où on vous dit, bah là, on aimerait bien faire Mm. ça. Et en fait, des fois, on arrive à tenir, des fois, on n'arrive pas à tenir ce qu'on dit. Et en fait, la réalité, c'est que de plus en plus, on est un peu dans ce mood de, on a envie de faire quelque chose, on va le faire, sans forcément l'avoir beaucoup prévu avant. Et à l'inverse, si on prévoit de faire quelque chose, on va se sentir enfermé dans le besoin de le faire alors qu'on n'aura pas envie. Et donc, soit on va finir par pas le faire quand même et manquer à notre parole, soit on va le faire mais de manière un peu réticente et ça va être moins bien. Et du coup, je suis pas hyper fan de ce côté on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Même si ça peut être des fois intéressant quand même de se projeter un peu et de dire ce qu'on aimerait C'est ça. qui se passe. Et l'autre chose, c'est aussi que il y a des choses dont on est potentiellement un petit peu en discussion avec des gens, dont peut-être on a des envies, on a des idées.
mais qui sont pas forcément des choses qu'on peut annoncer maintenant, soit parce que ça dépend pas que de nous, soit parce que c'est pas encore validé, soit parce que c'est des choses qui seront annoncées plus tard. Ah, mais ça, pour moi, c'est pas dans la Et roadmap. Ça, pour moi, c'est dans les oui, surprises. oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, pour moi, ça ferait partie de ce que j'aurais envie de mettre sur une roadmap si j'en faisais une personnelle, tu vois. Mm. Et parce que là, on sait tous les deux très bien de quoi on parle. Oui. Et du coup, c'est un truc. Enfin, il y a des choses où on peut pas, au début de l'année, dire OK, bah, on va faire ça dans 6 mois, ou on va faire ça dans 10 mois, ou genre, on va faire ça. Parce que c'est pas sûr, parce que même si c'est sûr, c'est pas à nous de l'annoncer, parce que on sait pas, parce que nos envies, elles peuvent changer, parce que. Et du coup, j'ai un peu ce côté aussi de. Bah, en fait, je vais dire quoi? Oui, j'aimerais bien que la chaîne grandisse et continue à faire du contenu parce que c'est bien et jouer aux cartes. Bah voilà. Bah Voilà, voilà. Voilà la roadmap de croissant. voilà, ça fait un peu de douleur, mais voilà. Donc, c'est possible qu'on vous fasse quand même un petit épisode roadmap. Je serai là Très ou vite pas fait. dedans. Ouais, mais en fait, c'est juste pour donner nos Mais de toute façon, envies. nous, on va se faire On une petite attend. réunion. Ouais. On a prévu, on en a déjà parlé entre nous. On va faire une petite réunion pour nous en discuter et pouvoir projeter un petit peu quand même. Et du coup, peut-être que vous aurez un retour de ma part ou de la part d'autres gens de la chaîne là-dessus. Voilà. Et voilà. Mais en tout cas, encore bonne année tout le monde. Ouais, bonne année. Likez, abonnez-vous, commentez, dites-nous Partagez. pourquoi Night Crash est bien coiffé. Ah, c'est horrible. C'est Franchement, terrible. Terrible. voilà, faites tout ce que vous voulez. Ne nous dites pas dans les commentaires de cette vidéo pourquoi les vidéos de gameplay de GA puent la merde. Dites-le dans les vidéos de GA. Comme ça, on lit les commentaires aux bons endroits. Et si vous voulez dire que Night Crash est le meilleur joueur de faille qui ait jamais posé les pieds sur cette terre suite à son gameplay en Living Legend, vous pouvez aller regarder la game et mettre un commentaire dessous. Oui, absolument. Et je me fais bouffer par Dormail, c'est très sympa. Bonne année tout le monde, partagez la vidéo. On n'est plus si loin des 1000 abonnés, ce serait gentil, ce serait cool. Et puis voilà, on vous dit à très vite, à très bientôt. Yes. Ciao.